La guerre au Mali est au cœur de la visite du ministre français délégué à la coopération. Cet après-midi, M. Pascal Canfin a évoqué les conséquences de cette guerre sur le Mali et sur la sous-région. Il faut faire face à l'afflux des réfugiés vers les pays voisins comme le Burkina Faso. Bien d'autres sujets préoccupants ont été évoqués avec la presse, notamment des exactions commises par des éléments de l'armée malienne sur des populations d'origine touareg. Le compte-rendu de Amadou Ardo Diko. Pascal Canfin, ministre français du développement, et le commissaire européen à l'action humanitaire ont tout d'abord fait un point de la visite sur le camp des réfugiés à Mentao, où 7000 personnes ont trouvé refuge. La guerre au nord Mali, exacerbée aujourd'hui par les exactions sur les populations civiles, accentue ces flux. L'occasion d'interpeller l'armée malienne au respect des droits de l'homme. Les exactions que vous évoquiez, c'est une préoccupation très forte exprimée par la France à tous les niveaux. Laurent Fabius l'a fait ce week-end à Abidjan, au sommet de la CEDEAO, directement auprès du président du Mali, qui s'est dit lui-même préoccupé par ces risques. Et donc c'est pour ça que nous avons demandé à l'Union européenne d'intervenir le plus vite possible en termes de formation des troupes, à la fois formation en termes d'équipement, d'armement, pour être opérationnel et efficace, mais aussi en termes de comportement, pour que les droits humains soient respectés. Il faut noter que des actions concertées sont initiées par le Haut Commissariat des réfugiés pour contenir environ 150 000 réfugiés repartis entre la Mauritanie, le Niger et le Burkina. Agency that are 54,000 Malian refugees in Mauritania, 50,000 in Niger. L'action d'urgence d'aide aux réfugiés est coordonnée par le Haut Commissariat des réfugiés. Il est question de prendre en charge des réfugiés qui se retrouvent en Mauritanie, au Burkina Faso et au Niger. 36 millions d'euros seront débloqués pour l'aide d'urgence aux réfugiés et pour soutenir alimentairement le Burkina qui subit un effet collatéral de cette guerre malienne. Au Mali, l'ONU met en garde contre les exactions et les représailles. L'armée malienne est accusée d'avoir procédé à des exécutions sommaires de Touaregs, mais les forces de Bamako rejettent toutes ces accusations portées contre elles. La situation des réfugiés préoccupe la première dame du Mali. Madame Mintou Traoré est à Ouagadougou pour leur rendre visite et leur apporter le soutien du Mali qui se bat pour rétablir l'intégrité de son territoire. L'épouse du président Dioncounda Traoré a visité le camp de Sanyogo dans la commune de Pabré. Marguerite Douagno l'a rencontré à l'issue de cette rencontre avec ses compatriotes en situation de réfugiés. Voici ce qu'elle a dit. À travers vous, Madame Compaoré, je voudrais remercier très sincèrement le président du FASO, son Excellence Blaise Compaoré, médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne. Le président Compaoré n'a ménagé ni son temps ni son expérience pour le dénouement de la crise. Je remercie le président du FASO pour son soutien diplomatique et militaire pour la reconquête du territoire occupé du nord du Mali ainsi que la préservation de la démocratie. À vous, chers compatriotes, je vous transmets le soutien, la solidarité et la fraternité du président de la République, le professeur Dioncounda Traoré, du gouvernement et de tout le peuple malien. Chers compatriotes, je souffre énormément de voir les pères et les mères de famille abandonner leur famille pour prendre la route de l'exode, souvent sans bagage à cause de cette guerre inutile et insensée qui nous a imposée par des aventuriers et terroristes de tout Takam. Je souffre, mesdames et messieurs, de voir ces centaines d'enfants dont l'avenir est compromis par la faute d'individus au projet criminel inavoué. Chers compatriotes, je suis convaincu que les actions en cours menées par nos forces de défense et de sécurité, avec l'appui de la communauté internationale, viendront à bout de ces forces du mal, Inch'Allah. Prions ensemble Dieu pour que le pays puisse être débarrassé des terroristes et autres narcotrafiquants, et que nos souffrances ne seront désormais que de mauvais souvenirs.
soyez sûrs que le peuple du Mali, le gouvernement et les forces armées et de sécurité sont déterminés à tout mettre en œuvre pour obtenir la libération rapide des zones occupées. Et ils auront besoin, dans cette mission, la solidarité et l'accompagnement de tous les Maliens. Madame Mintou Traoré était accompagnée dans sa tournée par Chantal Compaoré, la première dame du Faso, qui était face à la presse dans la matinée en sa qualité d'ambassadrice de bonne volonté du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants. La première dame du Faso a mis en exergue la contribution déterminante du Burkina Faso qui a permis d'aboutir à l'adoption le 20 décembre dernier de la résolution portant intensification de l'action mondiale pour l'élimination des mutilations génitales féminines. Le compte rendu de Salinana. Le 20 décembre 2012, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait une résolution visant à éliminer les mutilations génitales féminines. Cette résolution est le fruit de nombreuses années de plaidoyer et de sensibilisation et c'est la première dame du Burkina Faso qui a assuré la coordination de la campagne internationale ayant abouti à l'adoption de cette résolution, d'où cette conférence de presse pour informer l'opinion publique. L'objectif était de conjuguer les actions du Burkina Faso, leader politique de ce processus, ainsi que celles de la coalition d'ONG et des organisations non gouvernementales composées du comité interafricain et de No Peace Without Justice et de la Palabre. Mon engagement se justifie dans le fait que le continent africain est le principal concerné par la pratique des mutilations génitales féminines. Si aujourd'hui une étape fondamentale est franchie avec l'engagement formel de l'ensemble des États membres des Nations Unies, la lutte est loin d'être achevée. Je voudrais féliciter et remercier les Nations Unies, les pays membres ainsi que tous les acteurs engagés aux côtés du Burkina Faso et de la coalition d'ONG dans le processus d'adoption de cette importante résolution. Je suis confiante et convaincue qu'à cette étape, nous amorçons un nouveau combat pour l'élimination totale des mutilations génitales féminines dans le monde. L'important pour l'ensemble des acteurs est de veiller à ce que la résolution devienne un véritable outil de lutte contre les mutilations génitales féminines et renforce effectivement les efforts visant à leur élimination. Il est donc prévu des discussions avec le système des Nations Unies pour la mise en place de cette résolution en vue d'atteindre l'objectif tolérance zéro aux mutilations génitales féminines en Afrique et dans le monde. Notons également que la première dame du Faso était au Niger les 22 et 23 janvier dans le cadre du 12e congrès de la Société africaine de gynécologie et d'obstétrique. À Niamey, elle a reçu la visite de la communauté burkinabé. La diaspora a témoigné de sa gratitude au président du Faso pour les distinctions honorifiques décernées à des compatriotes établis au Niger. Alassane Zéo et Marguerite Douagneau étaient témoins de l'événement. C'est une importante délégation des Burkinabés du Niger qui a accueilli la première dame du Faso à son arrivée à l'aéroport de Niamey. Une forte mobilisation qui témoigne de la bonne organisation de cette communauté qui s'estime parfaitement intégrée dans son pays d'accueil. C'est une communauté bien organisée, c'est une communauté qui respecte les lois et les règlements du pays d'accueil et c'est également une communauté qui essaie et dans la mesure du possible d'apporter sa modeste contribution aux efforts de développement qui sont entrepris au Burkina Faso. Et c'est une communauté qui essaie aussi de s'organiser à travers les jeunes, à travers les femmes. Et si la diaspora burkinabé du Niger a tenu à réserver un accueil aussi chaleureux à Chantal Compaoré, c'est parce qu'elle avait un message de gratitude à livrer au président du Faso qui a honoré cette communauté à travers des décorations. On est la première communauté étrangère résidant au Niger qui a été décorée. On a eu 3 décorations, donc c'est grandiose pour nous. Donc on tenait vraiment à demander à la première dame de transmettre tous nos remerciements au président du Faso pour ce geste noble que la communauté a eu cette année. La délégation a aussi formulé des vœux de paix et de prospérité pour la mère patrie, le Burkina Faso, en ce début d'année et a reçu en retour des conseils de la part de Chantal Compaoré pour une meilleure intégration dans ce pays qui les accueille.
Ils sont ici aussi chez eux, donc ils doivent se comporter d'une manière positive pour que les Nigériens soient satisfaits d'eux. Et la première dame du Faso, qui a été sensible aux sollicitations des femmes burkinabè du Niger, a eu un geste à leur endroit. Elle a remis sur le champ une enveloppe de 500 000 francs CFA pour les accompagner dans leurs activités génératrices de revenus, en attendant de voir comment les soutenir davantage. Comme annoncé en titre, notre invité c'est M. Luc Yé, secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs. Bonsoir M. Yé. Bonsoir M. Tombiano. Alors ce matin, le ministère a reçu la visite d'étudiants, d'élèves plutôt en colère qui protestaient contre le projet de réforme du baccalauréat. Est-ce que cette manifestation vous a surpris? Il faut dire véritablement que cette manifestation nous a surpris. C'est véritablement hier que nous avons commencé à entendre des rumeurs par rapport à cela et donc cela s'est confirmé ce matin. Et donc nous avons reçu des élèves de la ville de Ouagadougou qui, à travers une marche organisée par la Fédération estudiantine et scolaire du Burkina Faso, sont venus revendiquer des sujets au choix plutôt que des sujets uniques tels que consacrés par les nouveaux décrets qui ont été pris au niveau du ministère. En ce qui concerne donc le baccalauréat, l'arrêté a été pris le 29 octobre 2012. En ce qui concerne le SECOS, l'arrêté a été pris le 12 décembre 2012. Expliquez-nous les sujets uniques et les sujets au choix. Quelle est la différence et pourquoi vouloir réformer à ce niveau? Il faut dire que les sujets au choix étaient principalement existaient dans les épreuves comme SVT et puis histoire géo du fait que les programmes étaient très longs. Donc deux sujets étaient donnés et à la faveur de la relecture des programmes d'enseignement, ces programmes ont dû être un peu raccourcis et nous avons pensé qu'il fallait maintenant donner un sujet unique. Mais ce n'est pas la seule explication. Le sujet unique tel que nous le concevons maintenant, c'est un sujet qui donne une plus large couverture des programmes d'enseignement. Le sujet doit couvrir une grande partie du programme d'enseignement pour donner beaucoup de chances de réussite à l'élève. Ça veut dire quoi? Par exemple, si vous avez une matière qui a 10 chapitres, alors si on donnait des sujets au choix, cela pourrait se porter sur un chapitre. L'autre peut se porter aussi sur un chapitre, sinon deux. Donc c'était un peu limitatif. Ce que nous avons pensé, à la faveur de l'application des référentiels d'examen, il faut que les sujets désormais couvrent une grande partie du programme. Par exemple, un élève qui n'aurait pas compris et qui n'aurait pas maîtrisé le premier chapitre, le deuxième chapitre, pourrait maîtriser donc le 8e chapitre et puis récolter donc des points. Donc c'est de cette manière que nous expliquons donc le sujet unique. Donc c'est un sujet, pensons-nous, que dans sa conception, au niveau donc des commissions de choix des sujets, doit donner beaucoup de chances de succès aux élèves. Et je peux dire que nous avons expérimenté ça à la session du BPC passée. Donc nous avons fait des sujets, bien que c'était des sujets au choix. Donc chaque sujet avait brassé une grande partie du programme et vous avez vu que par exemple le taux de succès du BPC est passé de 30,61% à plus de 50%. Paradoxalement, les élèves soupçonnent qu'une telle réforme viserait à réduire le taux de succès. Je dois vous dire que les améliorations et les innovations qui sont introduites, que ce soit au niveau des programmes d'enseignement et au niveau donc des sujets d'examen, sont le résultat de recommandations faites à l'issue des examens par les jurys, également reversées au niveau des ateliers bilan. Les ateliers bilan sont tenus chaque année au niveau de l'OSECOS et sont tenus également au niveau de l'Office du bac, où donc les acteurs, aussi bien les structures techniques du ministère que les partenaires sociaux et les autres partenaires tels que les promoteurs d'établissements privés participent. Et c'est donc tous ces acteurs-là qui font des recommandations dans le sens d'améliorer. Chaque session d'examen est accompagnée par la suite d'un atelier bilan.
on fait des recommandations pour travailler dans le sens de l'amélioration des taux de succès et de la qualité de l'enseignement en général. Il faut dire que l'un des objectifs qui nous est fixé par le gouvernement, c'est que nous devons travailler à renforcer la qualité de l'enseignement au niveau du secondaire et du supérieur, mais également les taux de réussite, les taux de succès, je veux dire, aux examens. Est-ce que les sujets à choix multiples, est-ce que ça ne prend même pas du temps aux élèves? Justement, l'expérience des acteurs du terrain a révélé que quand nous donnons des sujets au choix, l'élève perd du temps. Il doit déjà lire les deux sujets. Il lit les deux sujets, il faut qu'il les comprenne avant d'opérer son choix. Ça, il perd du temps. Ensuite, il y a des élèves qui commencent à traiter un sujet et se rendent compte après qu'ils avaient fait le mauvais choix, ils l'abandonnent et ils vont donc au deuxième sujet. Ensuite, nous avons donc des collègues qui ne sont pas, je n'accuse personne, des collègues qui, quand l'élève n'a pas marqué simplement le numéro du sujet, le titre, qui mettent une certaine note, peut-être 1, et puis ils continuent. Donc, il y a aussi l'embarras même du correcteur qui voit que l'élève n'a pas mis donc, le titre du sujet. Donc, il faut noter vraiment, il faut dire, je veux rassurer, donc aussi bien les élèves que les parents d'élèves, qui n'est nullement dans l'esprit du ministère de faire des sujets qui vont leur compliquer la situation. Notre mission, c'est plutôt de travailler à ce que les élèves réussissent mieux donc, aux examens. Est-ce que vous avez suffisamment expliqué aux élèves et à leurs représentants que cette réforme prend en compte leur intérêt supérieur? Il faut dire que nous n'avons pas malheureusement eu le temps d'en discuter. Je veux dire que ce matin, par exemple, quand les élèves sont venus, ce n'était pas pour dire qu'il fallait qu'on explique, c'était pour simplement dire qu'on veut des sujets au choix. Ensuite, il faut dire que nous étions quand même dans le processus. Il s'est tenu, par exemple, la semaine dernière à Koudougou, 21, 22, 23, l'atelier bilan des examens de l'OSECOS 2012. Celui du baccalauréat devait se tenir aussi 24 et 25, donc c'est en raison du fait que cela a été reporté. Les mêmes acteurs étaient là-bas, et donc nous avions commencé dans le processus de communication. Et donc, et je dois dire aussi que ces arrêtés ont été diffusés donc, au niveau des structures habilitées pour faire donc, cette communication, chacun à son niveau, au niveau des directions régionales, chacun à son niveau, au niveau donc, des chefs d'établissement. Comment réagissez-vous alors face à cette levée de bouclier contre le projet de réforme? Donc, je dois répéter que ces réformes-là n'étaient pas du tout dans l'intention de nuire aux élèves. Ça, il faut qu'on retienne cela. Et comme cela n'est pas compris par les principaux bénéficiaires qui sont les élèves, le ministre, à la faveur, donc, dit, par rapport à la marche qui s'est passée ce matin, a donné instruction pour que nous prenions une note qui suspende donc l'application de ces arrêtés. Surtout, je veux dire que quand on prend ces arrêtés, c'est l'aspect sujet unique qui pose problème. Sinon, il y a d'autres aspects. Au niveau du bac, il y a d'autres aspects. Il y en a 4 amendements principaux. Au niveau de l'OSECOS, sauf le sujet unique, il y a donc des améliorations qui ont été introduites parce que l'ancien arrêté date de 2004 et depuis 2004, des améliorations ont été introduites donc, au niveau donc, de l'organisation des examens et des épreuves qui sont vraiment à la satisfaction des acteurs. Merci bien, Monsieur Yé, pour ces éclairages sur le projet de réforme du baccalauréat et la réponse donc qui est donnée à la contestation et à la colère des élèves. Suite de ce journal, et nous ouvrons donc la page politique, l'UPC qui présente ses vœux au Burkinabé en cette année nouvelle. À l'occasion, le Parti du Lion a dédié sa victoire aux dernières élections à toute l'opposition burkinabèse. Zéphirin Diabri et son équipe a félicité la presse pour le travail qu'elle a abattu. Claudine Bikaba. Le Parti de l'Union pour le progrès et le changement IPC a présenté ce vœu pour 2013 à l'ensemble de ses militants et sympathisants et au peuple burkinabé à travers la presse. Pour souhaiter que 2013 soit pour notre pays une année de paix,
de concorde, d'unité, mais aussi de prospérité partagée de manière équitable. Le président du parti, Zéphirin Diabré, a profité de cette occasion pour saluer les efforts de la presse et a pris l'engagement de la soutenir dans son rôle de porter l'information à la population. Qu'elle continue à faire son travail comme elle le fait, avec abnégation, courage, détermination. Notre presse a quand même payé un lourd tribut dans l'écriture des lignes de la liberté collective dans ce pays-là, à travers parfois des épisodes très douloureux. Nous ne pouvons en tant que parti que nous féliciter du travail qu'elle fait et la rassurer de notre soutien total et entier dans la mission qui est la sienne. Il a aussi interpellé ses militants à ne pas verser dans l'autosatisfaction, mais à plutôt travailler à consolider les acquis du parti et à faire preuve d'abnégation pour préparer les élections à venir. Il a également invité toute l'opposition à s'unir davantage pour l'avènement d'une alternance au Burkina. Le comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des réformes consensuelles fait le bilan des réalisations faites en 2012. Les membres du dit comité vont adopter le plan d'action proposé pour l'année 2013 et le reportage est signé de Nyarkiteda. 4e rencontre du genre pour le comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des réformes consensuelles. Elle est la première de l'année 2013. Elle va permettre aux conseillers d'échanger sur les résultats du forum sur la laïcité de septembre dernier, mais également sur la mise en œuvre de l'ensemble des réformes consensuelles, au nombre desquelles la création du Sénat. La révision constitutionnelle de juin 2012 a consacré le bicaméralisme au niveau de notre Parlement. Et c'est un vrai bicaméralisme parce que, à la différence de la Chambre des représentants qui ne légiférait pas, le Sénat est une chambre qui va voter des lois, qui va contrôler l'action du gouvernement et que donc il y a une chambre législative. Et donc nous sommes en train, au niveau du ministère des réformes politiques, de prendre les avant-projets de textes nécessaires que nous allons soumettre au gouvernement pour adoption avant qu'ils ne soient adoptés au niveau du Parlement. Selon le président du comité, près de 75% des réformes ont été mises en œuvre à la grande satisfaction des acteurs. Ce qui va constituer pour son équipe un atout important afin de tourner vers les prochaines activités avec comme grande action l'organisation des tournées régionales. Il est question maintenant en retour également d'aller restituer tout ce qui a été fait au cours de l'année 2012, enfin depuis l'adoption, depuis les assises nationales de décembre 2011, pour que les régions, au niveau des régions, les différentes composantes sociopolitiques, les composants de la société puissent être au parfum de tout ce qui a été fait. Ce sont les consultations régionales, on se rappelle, qui avaient servi de chemin pour aboutir aux assises nationales. Cette fois, les tournées régionales qui seront bientôt organisées vont permettre de faire le bilan de mise en œuvre des réformes afin de mettre les acteurs locaux au même niveau de débat politique. La question des mines et de leur contribution au développement économique est au menu des réflexions du Conseil économique et social. Pour mieux s'imprégner des réalités du terrain, les membres du Conseil se sont rendus hier dans le Yatenga sur la mine de Kalsaka. Cette visite de terrain a permis aux conseillers de mieux comprendre le mode d'exploitation de cette mine en fonction depuis 2008. Le CES a également visité les infrastructures réalisées au profit des populations. Reportage de Momouni Soubaïga. Inaugurée en 2008, la mine d'or de Kalsaka a une capacité de production annuelle de 60 000 onces. C'est une mine qui emploie plus de 600 personnes et depuis son ouverture, elle a apporté au budget de l'État environ 22 milliards de francs CFA. Un des fleurons de l'économie nationale que des membres du Conseil économique et social visitent en marge de leur session. Ça nous donne véritablement une large vue de ce qui se passe, donc une grille de lecture plus réaliste. Et c'est ça que nous recherchons, et parce que nous devons nous baser sur véritablement les réalités de la nation. Nous avons fait des débats au cours de la session, on a eu des communications, on a échangé en plénière, et maintenant on est venu pour constater de visu ce qui se passe. Et ça permet de confronter la théorie à la pratique et de tirer les meilleures conclusions. Des forces d'extraction de minerais à l'usine de traitement en passant par les infrastructures sociales réalisées par la mine pour les communautés, aucune étape n'a été négligée. Je pense qu'il était nécessaire, sinon même indispensable, au lieu de rester enfermé entre quatre murs et se prononcer par rapport à ce secteur très important dans la vie économique de notre pays, pour toucher du doigt les réalités. Ça nous amène
à réfléchir plus sur l'exploitation minière dans notre pays. Ça apporte un plus au niveau national de l'économie de notre pays, mais il faudrait qu'on pense après mine. Là-dessus, la mini-ratio des dispositions ont été prises sur tous les plans. Nous ne sommes pas seulement limités juste à l'exploitation minière. Comme vous avez bien pu le voir, nous avons des actions vis-à-vis de la communauté. Nous agissons profondément au niveau de la protection de l'environnement. Le prochain rapport du Conseil économique et social portera sur le secteur minier et cette visite va apporter un plus, selon son président, sur la question à cette institution chargée de conseiller et de faire des avis à l'exécutif. Le Centre technique des métiers et de la culture, l'abbé Nicolas Bado célèbre à Rio la sortie de sa 10e promotion de jeunes filles. Elles ont reçu leur diplôme qui sanctionne 4 ans de formation dans les métiers tels que la couture, la coiffure, la restauration. Le reportage de C. Sylvestre Roda. Après 4 années de formation, les filles de la 10e promotion du Centre technique des métiers et de la culture de Rio dans les Sanguiers sont prêtes à intégrer la vie active. Créé en 1995 par cet homme, l'abbé Nicolas Bado, le centre a pour objectif la lutte contre la pauvreté et contre le chômage, ainsi que la promotion de l'éducation de la jeune fille. La cérémonie de sortie de promotion a donné l'occasion d'admirer les savoir-faire des lauréates selon les différentes spécialisations. On a choisi 4 métiers fondamentaux qui est la couture, la coiffure, la restauration et le petit commerce, c'est-à-dire la gestion. Et ensuite, il y a des matières adjacentes là, qui n'ont pas beaucoup de valeur, mais qui permettent à la femme, les 4 métiers, elles choisissent 2 métiers et elles se spécialisent dans ces 2 métiers-là. Comme ça, si ça ne marche pas dans l'agriculture, ça peut marcher dans la coiffure. Victimes pour la plupart d'échecs scolaires, les pensionnaires de la 10e promotion du centre amorcent là un nouveau départ. Les filles envisagent désormais l'avenir beaucoup plus sereinement avec plein d'ambition. Moi, je vais continuer à faire la couture. Quand je vais arriver loin, maintenant je vais ouvrir un atelier. Elles pourront compter sur l'accompagnement de leur marraine, Christine Tiao, pour qui l'émancipation de la femme passe nécessairement par une auto-prise en charge. De l'accompagnement, le Centre technique des métiers et de la culture en a aussi besoin. Il est confronté à des difficultés telles que le manque d'infrastructures et de matériel. Nous avons constaté qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire, malgré les efforts, les multiples efforts. Alors, tout sera étudié. Voilà pourquoi le Premier ministre a délégué son chef de cabinet pour venir constater. Il va faire un rapport et ensemble, ils vont voir du point de vue prise en charge financière, qu'est-ce qu'on peut faire. Une messe d'action de grâce a été célébrée en l'honneur des nouveaux diplômés. Il s'agit de bénir cette 10e promotion tout en confiant à Dieu la carrière professionnelle de chacune de ses filles. Au Palais de la Jeunesse et de la Culture, Jean-Pierre Guingané se tient la 2e édition de la Semaine nationale des arts culinaires. Cette année, la SNAC célèbre la cuisine des régions du Burkina. Wendata Nathalie Kaworé. Pour cette 2e édition de la Semaine nationale des arts culinaires, le thème retenu est « Cuisine de nos régions à la découverte de la diversité culinaire du Burkina Faso ». Le choix de ce thème est une interpellation aux acteurs de la restauration sur la nécessité de valoriser les mets burkinabés. Les régions du Burkina Faso disposent d'une grande variété de mets qui restent méconnus à l'échelle nationale et très peu valorisés dans l'offre des menus des restaurants. Ces mets sont parfois assimilés à des produits villageois et lors des dîners officiels, les plats importés sont encore servis dans une grande majorité de cas et les plats nationaux ne sont pas servis à la hauteur de nos potentialités. Il n'est pas superflu de rappeler que lorsque des visiteurs veulent manger des mets burkinabés dans les restaurants de la place, il est difficile d'en trouver, sinon d'en trouver en permanence. Cette situation constitue une grande perte de revenus pour le secteur de la restauration et la tenue de la Semaine nationale des arts culinaires est une occasion indiquée pour donner une meilleure visibilité à la variété de la cuisine burkinabé. C'est également une opportunité pour faire découvrir cette cuisine aux consommateurs burkinabés et aux ressortissants d'autres pays. En marge de cette célébration, il est prévu une compétition en art culinaire avec la remise des spatules d'or le 27 janvier prochain.
Le Burkina disposera désormais d'un laboratoire de contrôle de qualité en matière de santé. Le projet, dont le financement est estimé à environ 2 milliards de francs CFA, bénéficie de l'appui de la coopération japonaise. La première pierre a été posée hier en présence de Badaniel Kambou. Cette bâtisse, qui n'est aujourd'hui qu'au stade de maquette, sortira de terre dans 12 mois au plus tard. C'est le nouveau local en construction du laboratoire de contrôle de qualité de l'Institut de recherche en sciences de la santé, situé en plein cœur du quartier Wemtenga de Ouagadougou. 2 milliards de francs CFA, c'est le montant attendu de la coopération japonaise pour sa réalisation. Ce pays du Nord fait partie des principaux partenaires du Burkina en matière de recherche de la santé. Avec ce projet-là, j'espère que non seulement ça va améliorer le cadre de vie des peuples burkinabés, mais encore pour renforcer le socle de recherche scientifique du Burkina Faso. Donc c'est une joie pour moi de participer à cette cérémonie. L'objectif donc de la coopération japonaise est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations burkinabées, ce qui constitue un exemple de consolidation des relations d'amitié entre les deux pays. Il s'agit à terme de mettre à la disposition des chercheurs burkinabés consacrés au secteur de la science de la santé un bâtiment R+2 à usage de laboratoire équipé de matériel répondant aux normes internationales pour le contrôle de la qualité des médicaments et des recherches biomédicales. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, qui était présent pour donner le top départ des travaux de construction, a salué à sa juste valeur cette contribution de la coopération japonaise. Vous comprendrez ma joie aujourd'hui à la pose de cette première pierre, parce que c'est une infrastructure qui va contribuer considérablement à améliorer la compétitivité de la recherche médicale au niveau du Burkina Faso, notamment en améliorant la qualité des produits qui sont mis sur le marché et donc en même temps une plus grande sécurité pour les malades qui vont consommer ces médicaments. Le Burkina est assez avancé dans le domaine de la recherche en matière de la santé. La politique du gouvernement, dans ce domaine, pilotée par le département de la recherche scientifique et de l'innovation, est mentionnée dans le document portant stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD. Du sport, avant de nous quitter, c'est demain que les étalons disputent leur deuxième match de la CAN dans le groupe C. À la veille de ce rendez-vous capital pour accéder au second tour, ils ont effectué leur véritable entraînement d'après-match ce mercredi. On retient que le groupe est prêt pour cette rencontre et ira à l'assaut des 3 points. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux à Saint-Kafando et Lassina Savadougou. Première véritable séance d'entraînement après le match du lundi ce mercredi soir à Nesprut. Paul Pout pour l'occasion récupère quasiment tout son groupe petit à petit. Préjus Nakoulman qui souffrait de sa cheville droite fait son retour. Charles Kaboré a purgé sa suspension. Issouf Ouattara en délicatesse avec son genou a repris l'entraînement collectif. Pour ce rendez-vous avec l'Éthiopie, le maître à penser des étalons va mettre en application son plan de jeu. Le terrain sera réduit pour l'occasion. Objectif du jeu, faire de courtes passes dans un espace réduit. Il faut prendre l'adversaire dans son propre jeu. Réduire la distance et tout ça pour faire un petit peu le même style que l'Éthiopie fait avec les circulations en cours, en vitesse et tout ça. Mais je pense qu'ils sont bien réagir, sauf les dernières minutes sur l'entraînement avec Charles et Balema. Je pense que ça va aller. Mais c'est un bon signal que le cadre est rentré dans le jeu aussi précieux. Alors c'est encore peut-être 2 jeux en plus. Et pour les autres, on va vérifier encore. On a fait un entraînement, c'est qu'on veut le faire au niveau de résistance. Et maintenant, on va voir demain la récupération, tout ça, pour voir qu'est-ce qu'on va faire demain. Dans le groupe, presque tout le monde est à l'œuvre. Un seul joueur ne terminera pas la séance. Alain Traoré, qui retrouve le groupe, ne va pas terminer l'entraînement. Il sera remis avant le match, nous dit-on. L'ambiance et l'état du groupe est bon et le coach peut profiter pour tirer les enseignements sur le match après sa séance vidéo. J'ai fait les analyses d'Éthiopie contre la Zambie. Ça prend beaucoup de temps. Après, j'ai fait les analyses manuelles. Je vais
mettre ça ce soir aux joueurs. Et j'ai fait aussi un petit peu d'analyse de notre match, surtout sur les phases arrêtées offensives, parce qu'à mon avis, on a raté quelques occasions. Et aussi, je vais montrer aussi les occasions qu'on a créées, parce que ça, c'est aussi positif. Il n'y en a même pas beaucoup. Mais maintenant, je peux montrer ça aux joueurs et aussi le but qu'on a pris. On doit parler un petit peu de ça aussi. C'est pour ça que j'étais pris le matin jusqu'au soir, mais ça va aller. Dans le groupe étalon, tous les voyants sont au vert. L'Éthiopie ne sera pas une mince affaire. L'effet de surprise est passé et pour le Burkina, la condition d'un éventuel second tour passe par ce second match qu'il faut négocier avec brio. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité aux actualités sur la RTB. Bonsoir.